Merci beaucoup. Avant tout, je tiens à remercier l'Action française pour son invitation. Pour moi, c'est un peu émouvant d'être là à double titre. J'ai perdu mon père il y a 2 ans. Et en fait, mon père était un des plus jeunes chefs d'Action française du mouvement, ceci dans les années 60. Voilà. Donc, je voulais un peu rendre hommage à sa mémoire en étant présent. C'est fait. Je voulais aussi vous poser une question pour mieux vous connaître. Est-ce que ceux qui font des études d'histoire, Sciences Po, Humanité ou affiliés lèvent le doigt pour que j'ai un peu une notion? Voilà, ok, très bien, merci. Alors pendant mon intervention, je vais effectivement parler plus précisément, non pas de l'œuvre de Bainville en général, mais de la place de l'histoire dans l'œuvre bainvillienne, ce qu'elle signifie. Pendant cette intervention, je vais aussi faire des petites digressions en vous parlant d'une radio que j'ai fondée qui s'appelle Storia Voce. Peut-être que certains la connaissent. J'ai des marque-pages Storia Voce, vous pouvez vous servir. Et c'est une radio qui est exclusivement consacrée à l'histoire. Et tous ceux qui veulent se former en histoire, eh bien, peuvent très bien écouter Storia Voce. Storia Voce ne s'adresse que, j'allais dire, à un grand public cultivé plus, qui achète des livres, qui lit des livres, qui est évidemment passionné par l'histoire, et on invite encore une fois que des universitaires. Alors, donc Bainville et l'histoire. D'abord, il y a un double paradoxe dans l'œuvre de Bainville, c'est dans le personnage Bainville. C'est-à-dire qu'étonnamment, en fait, ce qu'on remarque, c'est que Maurras, il y a énormément d'études sur Maurras, alors que sur Bainville, il y en a à ma connaissance que 4. Il y a Roger Joseph, Montador, Dominique de Cherff et la mienne. Ceci depuis la Deuxième Guerre, ce qui est peu, en fait. Mais, à la différence de Maurras, Bainville est beaucoup plus réédité que Maurras lui-même. C'est-à-dire qu'avant l'édition de la collection bouquins des éditions Robert Laffont, il y a très peu d'éditeurs nationaux qui prennent et qui s'emparent de l'œuvre de Maurras. Tandis que Bainville, lui, est largement repris. Donc ça peut paraître étonnant, mais je pense que l'explication vient dans son approche de l'histoire. Et c'est pour ça que l'histoire est évidemment essentielle dans l'œuvre de Bainville. Donc premier paradoxe, Bainville est beaucoup plus réédité que Maurras. Alors le deuxième paradoxe, c'est que son œuvre, elle peut nous paraître intemporelle. Parce que si vous êtes réédité jusqu'à nos jours, c'est que l'histoire de France, par exemple, je vais le dire, elle a été éditée à plus de 400 000 exemplaires, ce qui est absolument énorme depuis qu'elle est sortie en 1924. Et donc, elle a un côté intemporel, c'est-à-dire qu'une personne qui lit l'histoire de France de Bainville en 1924, eh bien, une personne qui la lit aujourd'hui reçoit exactement les mêmes émotions. Et ça, c'est assez rare, en fait, dans l'œuvre d'un historien, même si ça gêne les historiens de gauche, c'est une chose qui est assez rare. Et pourtant, je vais changer de micro, je pense que, vous m'entendez bien, Bainville reste inséparable, si vous voulez, de la Troisième République, puisqu'il est né en 1879, quelques années après la proclamation de cette République, et il meurt en 1936, quelques années avant la disparition de cette République. Et à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la France, au fond, était une évidence, et je dirais une évidence pour tous. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la Troisième République est écartelée, et ça c'est très important, on ne peut pas comprendre Bainville si on ne comprend pas ça, la France est écartelée entre la guerre franco-prussienne de 1870, la Grande Guerre de 1914 et enfin la Seconde Guerre mondiale. Or, quand par 3 fois, si vous voulez, le territoire s'est trouvé envahi, eh bien, évidemment, le nom France ne peut sonner que différemment aux oreilles d'un contemporain de cette Troisième République. Le nom France signifiait bien plus pour ces hommes, je pense, que pour nos contemporains. À l'époque de Jacques Bainville, la France pouvait se perdre parce qu'elle était simplement menacée de l'extérieur, j'y reviendrai,
Aujourd'hui, cette France semble autrement menacée de l'intérieur, menacée par son instabilité, mais ce ne sera pas ici mon propos. Deux orateurs, je pense bien plus talentueux, répondront à ce défi que représentent pour nous ces menaces intérieures. Cependant, je vais commencer cette conférence par la citation d'un ancien ministre, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de François Fillon, qui en 2009, à l'occasion, donc il était Premier ministre, à l'occasion d'un colloque qu'il a organisé à Paris, répondait à la question « Qu'est-ce qu'être français ?» Et en fait, François Fillon a cité, étonnamment, Jacques Bainville. Je cite François Fillon. « Bainville disait ce qui était remarquable chez Jeanne d'Arc, ce n'était pas d'avoir délivré Orléans, mais d'avoir reconnu le dauphin et d'être tombé à genoux devant lui. » Et François Fillon ajoute « Je crois que l'identité française se reconnaît à ce dialogue de l'orgueil et de l'abnégation, à cette alternance entre les guerres intestines bien françaises et les élans d'unité, à ce tiraillement bien français et finalement fécond entre la passion du jeu et la nécessité du nous. » Alors que François Fillon prenne comme référence le royaliste Jacques Bainville est à mes yeux une bonne chose, qu'il l'utilise pour définir l'identité française est encore meilleur. Bainville est historien, il est critique, il est journaliste, il est aussi conteur, il laisse une œuvre qui fait au fond aimer la France. Je dirais même plus qu'aimer la France, il explique la France. C'est pour cette raison qu'il existe, encore une fois, toujours un succès de ses œuvres bien au-delà des cercles royalistes ou bien des cercles catholiques traditionnels. À titre d'exemple, donc son Histoire de France, éditée en poche il y a 5 ans chez Talandier, elle est à nouveau dans le programme des éditions Perrin, dans la collection Tempus des éditions Perrin pour le mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons. Donc l'œuvre de Jacques Bainville fait aimer la France tout d'abord parce qu'elle rend hommage à l'œuvre des rois, des 40 rois qui ont fait la France. Il existe dans l'œuvre bainvillienne une restauration, ce que j'appelle la restauration royaliste de l'histoire. C'est ce que je verrai dans un premier temps. C'est en restaurant de la sorte l'histoire, à travers le prisme de la monarchie, que Bainville donne de la France sa définition. Nous verrons pourquoi. Mais surtout, Bainville nous rappelle que pour cette œuvre se perpétue, l'œuvre France, elle doit être transmise. Aussi, Bainville nous demande d'être pédagogue, de lire l'histoire, d'être professeur d'histoire, de comprendre l'histoire afin de mieux transmettre un héritage, celui de la France. Et nous verrons aussi en quoi l'idée de transmission est inséparable dans son œuvre d'une autre idée remarquable, celle de la civilisation. Alors, je vous poserai d'ailleurs une question pendant ma conférence et celui qui répondra gagnera ce bouquin. Alors, avant de voir en quoi l'histoire bainvillienne fut une restauration royaliste, afin de mieux mesurer précisément l'apport de Bainville à l'histoire, il me semble important de rappeler le contexte de l'époque. Et en fait, le contexte universitaire. Alors, c'est un peu scolaire, je vous prie de m'en excuser, mais il s'agit ici d'expliquer à l'époque de Bainville quelles étaient les écoles de pensée dominantes dans la discipline littéraire historique à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Un peu scolaire donc, mais indispensable pour comprendre l'apport de Jacques Bainville. En fait, dans les années 1880 apparaît, donc fin du 19e, l'histoire dite positiviste. Cette histoire positiviste n'est pas à confondre avec le positivisme d'Auguste Comte. L'histoire positiviste étudiait les documents ayant un caractère positif, c'est-à-dire certain, d'évidence, exposant des faits tenus pour assurer. C'est ce qu'on a appelé plus tard, avec dédain, l'histoire événementielle. Bainville, nous le verrons, rejette en fait cette histoire qu'il estime sans saveur, qui expose les uns après les autres des faits sans rechercher les liens qui peuvent exister entre eux. Cette école pourtant trouve ses racines chez les érudits du XVIIIe siècle. Elle se rapproche des méthodes de l'école des Chartes et des historiens allemands du XIXe siècle. Gabriel Monod, Charles-Victor Langlois, Charles Seignobos, dont on trouve encore les livres sur les étalages des bouquinistes, s'y distinguent. En fait, ces historiens prônent une rigueur, mais c'est une rigueur, si vous voulez, qui confine à une prudence extrême dans la recherche.
Cette école était notamment contre les thèses développées par l'école catholique à l'époque, dont la revue des questions historiques, qui était très populaire, et je dirais même puissante, défendait une conception providentialiste et ultramontaine de l'histoire. Les historiens positivistes refusaient, et ça c'est très important, tout engagement, quel qu'il soit. Ils rejetaient l'idée d'une histoire moralisante. L'histoire, disait-il, n'est pas faite pour juger. Il faut certes comprendre, expliquer, mais ni louer, ni condamner. Il ne doit pas y avoir dans la critique historique d'arrière-pensée politique. Chaque thèse avancée doit être scrupuleusement soutenue par des preuves, des renvois, des sources, des citations, etc. L'histoire se doit d'être descriptive et n'a pas à établir de loi. Il y a des bonnes choses dans l'histoire positiviste, mais je pense que, personnellement, cette histoire a ses limites. Et pour qui connaît un peu Bainville, il est bien facile, au fond, de déceler les points de divergence avec cette école positiviste, d'autant plus que cette école positiviste, malgré son apolitisme revendiqué, était bien évidemment républicaine. La recherche historique, mais aussi l'enseignement de l'histoire dans les écoles, était marqué, bien évidemment, par l'idéal républicain, par l'idée d'un progrès continu. De 1880 à 1905, les lois sur l'éducation s'étaient employées à déchristianiser l'enseignement, à le laïciser, en établissant des programmes marqués politiquement, marqués par une éducation civique et républicaine. À côté, si vous voulez, de cette école positiviste, il y avait également l'école romantique. L'école romantique qui est incarnée par Michelet. Donc on voit très bien, c'est très bien critiqué chez Maurras. Sainte-Beuve, Trois idées politiques. Sainte-Beuve, Chateaubriand, Michelet. Le Moyen-Âge y est présenté avec ses sombres donjons noirs, et donc c'est une école, encore une fois, romantique, qui donne une place bien évidemment aux documents et aux sources, mais voilà, qui insuffle une forme de souffle romantique qui est bien éloigné au fond de la réalité historique. Et enfin, il y a une dernière école qui commence à faire florès, c'est l'école marxiste, c'est l'école socialisante qui étudie les phénomènes sociaux et économiques. C'est l'histoire matérialiste, l'histoire de la lutte des classes. C'est la phrase de Marx: l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Alors ce paysage historiographique un peu scolaire nous amène facilement à comprendre la motivation, si vous voulez, de ce qu'on appellerait une réaction, une restauration de l'histoire monarchique. Si vous me permettez cette expression, Bainville occupe un créneau intellectuel en luttant contre les savants de la Sorbonne, coupables à ses yeux de pédantisme et de partialité. Pédantisme parce que Bainville considérait que ces Sorbonnards perdaient leur temps dans leurs recherches dont ils ne tiraient ni conclusion, ni idée générale, ni leçon, ni aucune loi. En adoptant un tel parti historique, Jacques Bainville situe son œuvre dans la tradition, au fond, d'un historien qui s'appelle Fustel de Coulanges, qui lui croyait que l'histoire et son étude permettaient de dégager des leçons, permettaient de ne pas répéter les erreurs du passé et de trouver des solutions politiques pour l'avenir. C'est ce que Maurras appelle l'empirisme organisateur. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je cherchais une citation sur l'histoire, pas plus tard qu'hier, parce que sur les marque-pages de Storia Voce, on met toujours une citation sur l'histoire. Et chercher une citation sur l'histoire, et on voit qu'en fait, tous les philosophes, tous les littérateurs font de l'empirisme organisateur sans le vouloir. Voilà. Ils pensent que l'histoire est là pour enseigner le présent et prévoir l'avenir. Exactement ce que fait l'École d'Action française. Et en fait, cet empirisme organisateur, on le voit chez les philosophes, chez les littérateurs, mais très peu chez les historiens professionnels. Pourquoi ? Parce que ça les engagerait vis-à-vis du mouvement l'Action française. Alors, que dit l'œuvre de Jacques Bainville sur l'unité française, sur la France ? Bainville, généralement, est accusé de pessimisme. Or, il pensait que le pessimisme, je le cite, cause de découragement pour les uns, est un principe d'action pour les autres. L'histoire, dit-il, est une école de scepticisme vue sous un autre aspect. Elle enseigne la confiance, fin de citation. Et pour traduire cette confiance, pour illustrer son propos, Bainville retient simplement l'exemple français de son peuple. Il écrit: dans ces annales de 14 siècles, si on commence l'histoire de France à la chute de l'Empire romain, eh bien la France a connu un nombre incroyable de vicissitudes.
Non seulement elle n'a réalisé son unité qu'au prix de longues luttes, non seulement elle a failli bien des fois cesser d'exister comme nation, mais encore il y a eu des époques si terribles que les contemporains ont bien cru que tout allait périr. Chaque fois, dit Bainville, cependant, eh bien, les périodes de calamité publique, d'obscurcissement de l'esprit humain ont été suivies d'une rapide renaissance, car il serait faux de ne compter dans l'histoire qu'une renaissance. Le Moyen-Âge, dit Bainville, si troublé, en a vu au moins 2 ou 3. Voilà le premier message de Bainville. Premier message de Bainville, quand l'histoire républicaine considérait que la France vivait dans une sorte de progrès éternel, qu'elle avait fui la sombre époque du Moyen-Âge sauvée par l'humanisme de la Renaissance, eh bien, quand l'histoire républicaine considérait que l'époque moderne avait permis les révolutions de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, Bainville nous dit au contraire que notre unité n'est pas linéaire. Voilà. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de déterminisme. Voilà. Quand l'histoire, Bainville au fond nous dit que notre unité, oui, elle n'est pas linéaire, elle ne s'inscrit pas dans un progrès éternel, elle est une suite de renaissance et de décadence. L'histoire est une suite de renaissance et de décadence, mais la question est de savoir quelle est l'origine de la France ou quels en sont les principes constitutifs. Dans son Histoire de France, il décrit ce processus de composition d'un pays. Le peuple, et vous connaissez cette phrase, parce que je crois qu'elle était inscrite sur les t-shirts il y a 2 ou 3 ans, le peuple français, dit-il, est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Une nation qui ne s'est pas faite sans peine, qui s'est faite de main d'homme, mais déjà dans une tradition, celle de la romanité. À qui devons-nous notre civilisation, se demande Bainville. À quoi devons-nous d'être ce que nous sommes, et donc ce que nous ne sommes pas? Eh bien, nous le devons à la conquête des Romains. Et au fond, nous oublions qu'en 20 siècles d'histoire, le territoire qui deviendra la France a été dominé pendant 5 siècles par la romanité. 5 siècles d'histoire, c'est énorme, c'est beaucoup. C'est le quart de notre existence, de la Gaule romaine à la France d'aujourd'hui. L'ordre romain et la force de son armée a eu, au fond, raison des divisions gauloises, surtout en dépit des invasions barbares du 5e siècle. Cet ordre romain a pu se perpétuer. Et c'est un phénomène que ce cher Éric Zemmour a su merveilleusement décrire dans son livre Mélancolie française. C'est ce qu'il appelle l'assimilation. C'est ce que Zemmour appelle l'assimilation. Le jour, dit-il, écrit-il, où Rome ne fut plus capable de garantir la sécurité des Gaules, l'œuvre était partout accomplie. Les Gaulois étaient profondément latinisés, c'est pourquoi ils purent assimiler à leur tour les Francs, les Burgondes, les Visigoths, qui vinrent s'établir chez eux, c'est-à-dire chez nous, dans la future France. Le vaincu, les Gallo-Romains, par leur supériorité, le vaincu, eh bien, au fond, le vaincu face aux barbares, eh bien, ont réussi à conquérir le vainqueur, qui étaient les barbares. Je me contredis. Le vaincu, qui étaient les Gallo-Romains, par leur supériorité, ont conquis le vainqueur, qui étaient les peuples barbares. L'épisode décisif après la conquête romaine fut, dans notre histoire, l'élection du Capet. Bainville nous explique, et c'est très important parce que c'est une qualité trop rare, c'est même une vertu trop rare, Bainville nous explique que c'est bien l'humilité qui permit à la famille capétienne de devenir la grande dynastie qui s'inscrirait dans l'avenir et les siècles. Pourquoi l'humilité? Parce qu'au fond, Capet devait son élection au grand feudataire, aux princes qui firent de lui le premier d'entre eux, le primus inter pares. Alors, en avait-il plus de pouvoir, Capet? Nullement. Son autorité était morale, et le comte de Périgord, par exemple, ne s'est pas gêné pour s'emparer de la ville voisine de Tours, qui appartenait à Capet. Or, la famille capétienne a au fond su s'imposer, sans déclaration de principe, sans bruit, par subterfuge, dit Bainville. Mais après, l'humilité, c'est un principe, celui de l'hérédité, qui va encore permettre au pouvoir d'être transmis de père en fils. Il faudra attendre Louis VIII pour que la France, pour la première fois, soit confrontée à la régence, celle de Blanche de Castille. Nous sommes au début du XIIe siècle, mais déjà, après avoir été une autorité morale, après avoir établi un principe, celui de l'hérédité, les Capétiens, avec Philippe Auguste, étaient devenus une dynastie nationale. Pendant que les empereurs, en Allemagne, eux, tombaient les uns après les autres, et que le roi d'Angleterre, lui, était tenu en échec par la charte des barons, 1215. En France, peu à peu, l'État prend forme, et il est associé à la nation dont on situe les prémices précisément au moment du règne de Philippe Auguste, le grand-père de Saint-Louis. Nous sommes toujours au début du XIIIe siècle.
Surtout et aussi, les Français s'associent à leur roi. Cette association prendra un tournant majeur au moment de la guerre de 100 ans, ce qu'a parfaitement vu François Fillon dans la citation que je vous donnais tout à l'heure. Et là, je vous renvoie à 3 émissions que j'ai enregistrées sur Storia Voce avec Valérie Toureille. Toureille, c'est T-O-U-R-E-I-2-L-E, qui a écrit un livre qui malheureusement n'a pas fait assez de bruit, c'est chez Albin Michel, sur Azincourt. Et elle montre bien que la défaite d'Azincourt pendant la guerre de 100 ans constitue une sorte, on va dire que Azincourt est à la guerre de 100 ans ce que Verdun est à la Grande Guerre. Elle crée véritablement, elle porte un sentiment national. La différence entre Verdun et Azincourt, c'est que ce sentiment national est un sentiment nouveau. Et ce livre est extrêmement important, surtout en face de la gauche déconstructiviste, qui est en train de nous expliquer que la nation, au fond, est une idée qui apparaît simplement au XIXe siècle. Non, le principe national, la nation, le peuple national est une conception qui apparaît au moment de la guerre de 100 ans, ce que, évidemment, validera Jeanne d'Arc. Bainville, en fait, qui est peu catholique, il est agnostique, comprend que le martyre de la sainte d'Andorémy porte ses fruits et est fécond. Jeanne continue le passé, préserve la légitimité des Capétiens contre les Anglais et inscrit ainsi les choses dans l'avenir. Voici la citation exacte de Bainville à laquelle se réfère François Fillon. Le geste de Jeanne, reconnaissant le dauphin qui la met à l'épreuve, je vous rappelle, hein, Jeanne arrive, et en fait Charles VII se fait passer pour un baron, en fait, pour un autre prince, et c'est Jeanne qui le reconnaît et qui se jette à ses pieds. Donc le geste de Jeanne, reconnaissant le dauphin qui la met à l'épreuve et tombant à ses genoux, est décisif. Le principe sauveur, la monarchie est désignée. À l'homme, au roi légitime, la confiance en lui-même est revenue. Il ne faut pas comprendre autrement la phrase de Bainville. La France est une œuvre, au fond, de la volonté et de l'intelligence. C'était la citation qu'il y avait sur vos t-shirts il y a 2 ans. Charles VII n'avait pas cette volonté avant son sacre. Voilà. Jeanne la lui donne en la rassurant sur cette légitimité. Dès lors, l'histoire capétienne, en dépit du traité de Troyes, qui vendait la France aux Anglais, pouvait reprendre son cours. Et c'est sur les 3 émissions que j'ai enregistrées avec Valérie Toureille sont sur le traité de Troyes de 1420. Et donc, vous pouvez les écouter, c'est gratuit. J'ai oublié de dire Storia Voce. Gratuit, c'est pas cher. Dans le jugement, alors je fais un bond dans le temps, et vous me pardonnerez cette succession de vignettes historiques, mais elles reprennent en fait la trame de Bainville à grands traits. Et je passe au règne de Louis XIV. Louis XIV, dans le jugement du règne de Louis XIV, l'histoire est au fond la même. Mais les mots, cette fois, ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de l'intérieur. La Fronde, évidemment. La Fronde tenta de s'emparer d'un pouvoir qui ne lui échappa que par cette volonté royale. 1660, année du pouvoir personnel du roi, dit Bainville, c'est une réaction. C'est une réaction contre la Fronde. Versailles est l'incarnation de cette volonté de sortir de la turbulence parisienne. Louis XVI, plus tard, dans les journées d'octobre 1789, dit Bainville, oublia cette leçon de son aïeul et il revint à Paris. Bainville ne manque pas de comparer Louis XVI et Louis XIV. Certes, la France du XVIIIe siècle avait besoin de réformes, mais ces réformes, et d'ailleurs Louis XVI est un roi réformateur, contrairement aux idées reçues, mais ces réformes nécessitaient d'après lui un roi autoritaire, ce que n'était pas, bien évidemment, Louis XVI. Tandis que Napoléon, lui, va reprendre cette autorité. Alors comme vous le voyez, si vous voulez, l'unité française dans l'œuvre bainvillienne, elle s'est pas faite sans mal. Elle est une construction autour d'une famille, la famille capétienne, et en écrivant son histoire de France, Bainville souhaita non seulement réhabiliter cette politique capétienne, c'est la restauration politique de l'histoire monarchique, mais il voulut aussi nous montrer que toute bonne politique doit s'inscrire non pas dans une forme d'idéalisme, mais dans une œuvre politique réaliste. Une œuvre de la volonté, une œuvre de l'intelligence en faveur d'un principe, le principe monarchique. Et c'est une autre grande leçon de son œuvre qu'il va nous donner à travers ses chroniques de politique étrangère. Bainville reste dans l'histoire des idées comme celui, dans les conséquences politiques de la paix,
qui a prédit la Deuxième Guerre mondiale, non pas avec une boule magique, mais avec ses connaissances historiques et une analyse très réaliste de la politique européenne des 19e et du 20e siècle. Alors j'en parlais hier avec plusieurs d'entre vous. Il y a des limites, bien évidemment, dans l'œuvre bainvillienne. Parce que l'affrontement franco-allemand au Moyen-Âge est surjoué dans l'œuvre bainvillienne, alors que prédominait l'affrontement franco-anglais. Donc on va dire que l'œuvre a ses limites dans son analyse de l'histoire antique, dans l'histoire gallo-romaine, dans l'histoire médiévale. En revanche, en histoire moderne et en histoire contemporaine, elle est bien évidemment très bonne. Alors, la pensée bainvillienne, qui vise à écarter tout système au profit d'une méthode d'action, constitue l'idée principale de son livre intitulé « Histoire de trois générations », publié en 1918. En fait, on me demande toujours qu'est-ce qu'il faut lire de Bainville, en dehors des conséquences politiques de la paix qui constituent et de son histoire de France. Alors, je suis moins fan de l'histoire de France que cela. Je préfère en fait l'histoire de trois générations. Pourquoi ? Parce que il y a vraiment la quintessence de la pensée bainvillienne dans Histoire de trois générations, comme je vais vous l'expliquer là. L'Histoire de trois générations analyse justement la politique étrangère de la France tout au long du XIXe siècle et pose le rôle de l'idéologie révolutionnaire dans cette politique étrangère. Il montre dans ce livre que la politique étrangère de la France a été sous l'emprise des idéaux révolutionnaires exposés par Napoléon dans son fameux Testament de Sainte-Hélène, des idéaux, des thèses qui ont été reprises par son neveu Napoléon III dans sa politique extérieure. Et ce principe est connu, il s'agit du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du principe des nationalités. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes va, au cours du XIXe siècle et du XXe siècle, bouleverser littéralement l'Europe. Il permet l'émergence d'une puissance allemande, il permet l'émergence de l'Italie contre les États du pape. L'alliance du libéralisme et des nationalités va renverser le fragile équilibre des traités de 1815 qui mirent fin aux guerres napoléoniennes. Je cite Bainville, « En Europe, les traités de Vienne 1815 et la Sainte Alliance des rois fondaient la tranquillité du continent sur les anciennes méthodes de l'équilibre, sur une combinaison de droits et d'intérêts propres à garantir chacun et tous contre les exigences des peuples, contre les mouvements nationaux et la domination des États. » Pour Bainville, en fait, il s'agissait de canaliser ce mouvement des nationalités sous l'égide des grandes puissances et des dirigeants. Alors son avis était loin d'être isolé, c'est une question classique du 19e. La question des nationalités marque la vie intellectuelle du 19e siècle et du début du 20e siècle. L'échiquier politique se divisa tout au long de cette période sur cette question du principe des nationalités. Alors certains, comme Lavis, dans son Histoire de France, pensaient que la France avait un rôle messianique, s'incarnant dans la protection des nationalités, tandis que d'autres, à l'exemple d'Albert Sorel, à ne pas confondre avec Georges Sorel, Albert Sorel, le théoricien de la politique étrangère, dans l'Europe et la Révolution française, se positionnait contre ces jeunes nationalités qu'il critiquait pour leurs effets déstabilisateurs. Et l'Histoire de trois générations, si vous voulez, apparaît comme un livre dont l'influence va bien au-delà des milieux royalistes. Bainville synthétise en quelque sorte la question dans une période de bouleversement, puisqu'il est publié en 1918, alors que la guerre n'est pas terminée, mais que les principes d'une paix sont discutés publiquement au moment donc du traité de Versailles. Or, le principe des nationalités, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, va constituer un des piliers des traités qui vont mettre fin à la guerre de 1914. Et Bainville va critiquer le traité de Versailles de 1919, aussi pour cette raison, parce que le principe des nationalités est, de son point de vue, générateur de nombreux conflits, et c'est exactement ce qui va se passer. Voilà, c'est ce qui va se passer d'ailleurs très vite, dès 1901, avec la Pologne et l'URSS. On voit bien ici, enfin la Russie à l'époque, on voit bien ici encore une fois comment Bainville s'inscrit contre l'enseignement dominant de son époque. L'Histoire de France rétablit le rôle bienfaiteur de la monarchie. Bainville joue ici un rôle d'historien nationaliste, mais en tant que journaliste, il va par ailleurs montrer comment le 19e siècle, considéré par les républicains comme un siècle de progrès, est au fond un siècle idéologique qui va présider au grand conflit de 1870, de 1914 et 1939. Ainsi, la Grande Guerre de 14, elle n'est pas, contrairement aux idées reçues, un conflit de monarques, pas du tout. Elle est un conflit démocratique, un conflit de peuples ayant des aspirations démocratiques et qui règlent leurs différends
dans le sang. Mais au-delà de ce constat politique, de cette leçon politique, Bainville, dans l'histoire des idées et surtout dans les études historiques, joue un rôle important parce que c'est lui qui, en quelque sorte, va populariser l'histoire. J'avais envie de dire, c'est un peu le Stéphane Bern de l'époque, sauf que le Stéphane Bern aujourd'hui agit. Il y a à boire et à manger chez Stéphane Bern. Je pense que enfin c'est pas je pense, c'est une certitude, 50 à 60% des étudiants qui arrivent en université en histoire viennent grâce à Stéphane Bern. Eh bien Bainville, lui à l'époque, bon il n'y avait pas de télé, mais il aurait pu très bien utiliser la télévision parce que il a utilisé tous les canaux littéraires, conteurs, journalistes, historiens, hommes de lettres pour transmettre ses idées. Donc on peut imaginer qu'il aurait utilisé la télévision. Mais Bainville, en fait, va véritablement populariser l'histoire et notamment l'histoire de France. Certes, l'histoire de France était étudiée dans les salles de classe de la Troisième République, mais après le certificat d'études, seule une partie de la population gardait dans les familles cet amour et cette culture historique. Et grâce au génie de son ami et éditeur Artem Fayard, eh bien, Bainville va populariser le livre d'histoire accessible à tous. Artem Fayard invente le livre de poche d'histoire. Voilà, c'est Artem Fayard. Et le premier livre de poche d'histoire, c'est Jacques Bainville, l'histoire de France. Voilà. La grande histoire de France, parce qu'encore une fois, Bainville vit une époque où l'histoire est réservée à un cercle universitaire marqué par l'idéologie républicaine. Et en fait, aujourd'hui, la critique de Stéphane Bern par la gauche, la critique de Laurent Deutsch par la gauche, c'est le même principe. C'est que l'histoire doit être réservée aux universitaires. Sauf que l'histoire, elle doit être transmise aussi. Et il faut avoir un art de la vulgarisation. Voilà. Et c'est précisément ce que fait Bainville. Dans les premières lignes de son Histoire de France, Bainville fait une confidence, ou plutôt une confession. Il écrit « Quand j'étais au collège, je n'aimais pas beaucoup l'histoire. Elle m'inspirait de l'ennui. L'histoire lui apparaissait comme un tissu de drames sans suite, une mêlée, un chaos, où l'intelligence ne discernait rien. En 1911, dans un article de l'Action française, il écrit « Je me rappelle qu'au lycée, à partir de la troisième ou de la seconde, c'est-à-dire à l'âge où l'intelligence devient exigeante, eh bien, on était généralement collégiens, pourtant avides de lecture. Nous étions rebutés par l'enseignement de l'histoire. J'ai vu, continue Bainville plus tard, d'où venait cette répugnance. C'est qu'on ne prend pas la peine d'expliquer. On ne prend pas la peine d'expliquer sérieusement les choses aux jeunes gens. Là est le souci pédagogique de Jacques Bainville. Expliquer le fait historique. Expliquer le fait historique. L'histoire ne doit pas être ou ne doit pas se contenter d'être narrative, elle doit être explicative. L'histoire doit être explicative. L'histoire, c'est de la politique. Et la politique se décompose en mobiles divers, inspirés par l'intérêt ou bien par la passion. Comprendre ses intérêts, comprendre ses passions, les expliquer, donner le pourquoi, donner le comment, les causes, les conséquences des événements, tel est le but que l'œuvre bainvillienne se donne, notamment dans son Histoire de France. Cette passion d'expliquer les choses n'est pas nouvelle, elle remonte à ses années de formation, à l'été 1898, quand Bainville formule l'idée d'écrire une biographie du roi Louis II de Bavière. À l'époque, le jeune Bainville, il n'a pas 20 ans, a des intentions que je qualifierais, je pèse mes mots, d'inédites dans l'histoire, dans les études historiques. En effet, son objectif n'est pas d'écrire une histoire du roi de Bavière, mais plutôt, je le cite, une étude de biographie psychologique. Là réside l'aspect inédit, la démarche inédite. L'étude psychologique, c'est un exercice tout à fait nouveau de l'époque. Il ne s'agit pas de faire la psychanalyse des personnages, c'est pas la question de notre histoire, non. Il ne s'agit pas de mettre Louis II de Bavière sur un divan, il s'agit simplement de comprendre pourquoi Louis II a agi de telle façon ou de telle autre façon. Il s'agit de subordonner l'histoire à la connaissance des hommes, et de la manière dont ils ont vécu. En 1896, Bainville écrit « Il faut chercher dans l'histoire la vie sensible sous les parchemins secs et les documents inflexibles. Devant un fait historique, il s'agit de chercher un personnage qui a été mêlé. » Cette vision de l'histoire, ce souci de cerner les phénomènes psychologiques, va faire le succès, encore aujourd'hui, de sa biographie de Napoléon. Cela mènera même le roi d'Égypte a commandé à Jacques Bainville un livre sur l'expédition de Bonaparte en Égypte. Et on peut regretter que Bainville n'ait pas eu assez de vie pour terminer son étude de Louis XVI. Quoi qu'il en soit, cette vision de l'histoire, ce souci de cerner les phénomènes psychologiques se manifeste aussi de la même façon dans ses articles
de politique étrangère ou de politique intérieure. Bainville pense que la politique ne peut se comprendre que si on en possède les éléments humains. D'autant plus, et c'est ce qu'il appelle la clé d'or, que l'homme à toutes les époques et dans tous les siècles se ressemble. Il a les mêmes passions, il raisonne et il se comporte de la même manière dans les mêmes cas. C'est le point capital, nous dit Bainville. Hors de là, il n'y a qu'erreur et fantaisie. Ainsi, on va se résumer, les sources ne sont pas tout. La plus grande difficulté d'écrire une histoire, c'est d'expliquer les événements et pour les expliquer, de comprendre les opinions, de comprendre les doctrines, les sentiments, les intérêts et les positions. Et, nous dit Bainville, il faut bien évidemment un grand effort de l'esprit pour se représenter les mobiles des hommes et les raisons de leurs attitudes. Toutes ces motivations bainvilliennes, vous le voyez, sont absentes de l'histoire universitaire de son époque que j'évoquais précédemment. Voilà. Et en fait, c'est là où il arrive à comprendre en 1918-1919 qu'il va possiblement y avoir un autre conflit. Il fait de l'histoire avec des si. Les Anglais sont très friands de cette histoire avec des si, ce qu'on appelle le what if. Le what if, c'est que se serait-il passé si Louis XVI était passé une demi-heure plus tard ou une demi-heure plus tôt à Varennes et qu'il serait parti à l'étranger? Que se serait-il passé si Hitler avait gagné la guerre? Que se serait-il passé si Louis XIV avait perdu la guerre de succession d'Espagne, etc. Et donc, en se représentant les possibles, c'est là où votre intelligence travaille. Et en travaillant, eh bien, vous couchez sur le papier votre pensée et vous voyez comment, possiblement, l'avenir sera fait. Et c'est tout le génie de Bainville est là. Expliquer, comprendre les faits historiques, connaître la France et son histoire ne servira à rien s'il n'y avait pas, au-delà de la possibilité, je dirais même plutôt le devoir, c'est pas une possibilité, c'est un devoir de transmettre ses conclusions et ses opinions. Bainville a le souci de la transmission. Et ceci très tôt. Dans sa lettre à Charles Maurras, en réponse à son enquête sur la monarchie, que vous avez bien évidemment tous lu, il écrit qu'il faut rendre accessible au plus grand nombre des idées claires et simples sur le régime et les illustrer à l'usage des humbles, mal préparés à la réflexion et à la critique. Il y a dans la démarche bainvillienne un souci pédagogique. C'est pour cette raison d'ailleurs que Bainville a écrit une petite histoire de France. Voilà. Pour adultes, enfin, qui diffère bien évidemment de l'histoire de France pour adultes, mais qui a une vocation pédagogique, qui a une vocation éducative. Tout le monde peut lire du Bainville, puisque la première de ses qualités est la clarté du verbe, soutenue par une belle écriture. Alors certes, on lui a beaucoup reproché ses penchants vulgarisateurs, on en a déduit que Bainville sous-estimait les détails de notre histoire, qui malgré tout ont leur importance, mais la meilleure réponse à cette accusation, je l'ai trouvée chez Léon Daudet, dans son livre Du roman à l'histoire, écrit après la mort de Bainville en 1936. Daudet, qui était le meilleur ami de Bainville, vous savez, la table de Daudet faisait face à la table de Bainville. Ils étaient complètement différents du point de vue du caractère, mais les opposés s'attirent. Ils étaient unis et profondément, leurs familles respectives étaient profondément amis. Il y avait plus de liens entre Daudet et Bainville qu'il n'y en avait entre Maurras et Bainville. Maurras, vraiment, c'était le maître. L'immense succès, je cite Léon Daudet, l'immense succès de sa magistrale Histoire de France s'explique si l'on considère qu'elle comblait une lacune, celle d'un exposé parfaitement clair. L'histoire de deux peuples avait déjà montré ce don d'architecte que complète l'art du sobre récit. La méthode de Bainville, dit Daudet, est essentiellement critique et rectificatrice. Elle élimine tout le secondaire. Daudet, en fait, compare, c'est très intéressant, il compare la prose et la méthode de Bainville au jeu de Mikado, que l'on appelait à l'époque le jeu de joncher. Vous savez, le jeu de Mikado, il s'agit de lever à l'aide d'une petite baguette d'autres petites baguettes mélangées entre elles et formant un tas, ceci sans ébranler le tout. Bainville, dit Daudet, s'approche avec sa fine aiguille de discernement à la main, il dissocie, il soulève, il met à part tel motif général, telle raison, telle force, telle circonstance initiale. Il élimine ainsi le superflu dans son histoire. En quelques pages, en quelques lignes, l'inextricable écheveau, dit Daudet, se trouve ainsi délié. Bainville écrit sans détruire le tout, il décèle le fait majeur qui aura l'influence sur les événements. Sa sobriété ne retient que l'essentiel et cet essentiel suffit à la compréhension des enchaînements et des faits.
des enchaînements des faits, pardon. Bainville va même plus loin, en fait, dans son souci de simplifier et de clarifier l'histoire. Il y a une petite plaquette dont je vous recommande la lecture qui s'appelle « Comment on écrit l'histoire ». Je la recommande à tous ceux qui travaillent en histoire aujourd'hui. Il donne la définition de la muse Clio, donc la muse de l'histoire. Je cite Bainville, « Avant tout, l'histoire, dit Bainville, est une abréviation. Il y a longtemps qu'on a dit que l'art de l'historien consistait, bien évidemment, à abréger les choses. Sinon, on mettrait autant de temps à écrire l'histoire qu'elle a mise à se faire. C'est logique. L'histoire, continue Bainville, c'est une sorte de cône. Voilà. C'est une sorte de cône dont le présent est la base et qui va en s'amincissant vers le passé. On pourrait presque dire que l'histoire, au lieu d'être l'art de se souvenir, c'est l'art d'oublier. Vous avez ici un paradoxe bainvillien qui est mêlé, bien évidemment, à une forme d'ironie qui lui était chère. L'histoire, au lieu d'être l'art de se souvenir, est l'art d'oublier. Un bon historien, c'est celui qui oublie le superflu et qui met en avant l'essentiel. C'est parce qu'elle est l'art d'oublier que l'historien se doit y trouver la clé, le fil directeur. On en revient au général, aux grandes idées, contre le particulier et le secondaire, et dégager un fil conducteur dans l'histoire de France, tel fut l'objectif de Bainville. Ce fil conducteur doit être un moyen de discerner les renaissances, mais aussi les décadences. Là est le travail de l'historien. Voici la définition que Bainville donne de l'historien. Le véritable historien est celui qui, s'étant passionné pour le peuple dont il expose les destinées, frémit d'espoir. Le véritable historien est celui qui, s'étant passionné pour le peuple dont il expose les destinées, frémit d'espoir quand il le voit partir pour la postérité et pour la grandeur. Le véritable historien s'afflige lorsque surviennent des décadences. Le succès, et surtout le succès durable, remplit l'historien d'une sorte d'enthousiasme sacré. Ce qui est beau, c'est ce qui se fait, et ce qui est étant fait est maintenu. Ce qui se défait, au contraire, voici la laideur, voilà la tristesse. Quand l'effort des grands hommes et des générations qui se sont dévoués à une œuvre commune est anéanti, eh bien, l'historien digne de ce nom ressent une affliction profonde. Mais l'enfantement d'un empire lui apparaissait, comme il apparaissait aux Romains, comme un des plus nobles spectacles que l'humanité puisse offrir. Voilà. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui l'histoire vue de gauche, l'historien de gauche ne peut plus frémir aujourd'hui. Avant, les historiens de gauche frémissaient aux conquêtes sociales. Aujourd'hui, elles frémissent au genre, elles frémissent à l'histoire du climat, elles frémissent à l'histoire de l'étranger. C'est-à-dire, c'est pas très sexy. Voilà. Nous, historiens de droite, on frémit à l'histoire politique, et cette histoire politique est une histoire qui, au fond, est très bainvillienne. Pourquoi ? Parce que elle recèle cette idée de préservation. Cette idée de préservation, ce maintien de l'acquis, charpente l'œuvre de Bainville. S'il existe une géopolitique bainvillienne, c'est bien sur cette idée qu'elle repose, l'idée de préservation et donc de conservation. Préserver quoi ou qui, sinon la France et les Français, mais aussi préserver une conception de la civilisation. La civilisation, dit Bainville, tient comme la santé à un équilibre instable. Elle est, la civilisation, comme une fleur délicate. Il y a une magnifique conférence et un magnifique article qui s'appelle « Qu'est-ce que la civilisation ?» qu'il sort dans la Revue universelle en 1922. Je l'ai publié dans les œuvres qui ont été publiées dans la collection bouquins des éditions Robert Laffont, et je tire ces citations de cette citation, de cet article. C'est un très long article. Donc, la civilisation tient comme la santé à un équilibre instable, elle est comme une fleur délicate. Il faut rapprocher ce mot d'une autre citation. On a remarqué, dit Bainville, que la plupart des maisons royales ou impériales de l'Europe avaient pour emblème des aigles, des lions, des léopards, toutes sortes d'animaux carnassiers. Eh bien, la maison de France, elle, a choisi 3 fleurs. Civilisation, fleur fragile. L'image de la fleur de lys n'est pas anodine, encore moins anecdotique. Elle témoigne dans l'œuvre bainvillienne du souci de préserver ce capital fragile qu'est la civilisation, transmis de génération en génération et construit au fil des âges par la politique capétienne contre les attaques extérieures et les divisions intérieures. C'est ici la grande leçon, encore une fois, de son histoire de France, la grande leçon de l'unité française qui sut résister aux menaces extérieures et aux divisions intérieures. C'est une œuvre de commande, l'histoire de France, commande d'Artem Fayard, mais qui n'en relève pas moins cet esprit soucieux de raconter la construction d'une œuvre soumise à la fois aux crises intérieures,
politique, religieuse, force centrifuge et extérieure. La France est une œuvre de l'intelligence et de la volonté. S'il n'y a plus cette volonté, s'il n'y a plus cette intelligence, eh bien la France se délite. Toutes les premières lignes du premier chapitre, écrites au lendemain de la Grande Guerre, posent le souci de la préservation du pays après la construction. Des origines au siècle de Louis XIV et du Précaré, Bainville raconte l'histoire d'une ambition, celle de la famille capétienne et d'une conquête. Bainville n'est pas dupe, il n'est pas naïf. Cette civilisation française issue des mondes grecs et latins s'est construite dans le sang. Il l'écrit, la civilisation a été imposée à nos ancêtres par le fer, par le feu, et elle a été payée par beaucoup de sang. Elle nous a été apportée par la violence. Si nous sommes devenus des civilisés supérieurs, si nous avons eu sur les autres peuples une avance considérable, c'est à la force que nous le devons. Ce que reprendra Zemmour d'ailleurs. Finalement, le livre de Bainville, son histoire de France, apparaît comme une œuvre géopolitique dans le contexte exceptionnel de l'après-guerre, alors que l'œuvre France fut mise en péril pendant le conflit de 14-18. Mais pour préserver, il faut savoir transmettre. Nous retrouvons la volonté pédagogique. L'idée de transmission est étroitement liée à celle de civilisation. Qu'est-ce que la civilisation pour Bainville ? Qu'est-ce que la civilisation pour Bainville? J'attends un mot de vous, celui qui me donne ce mot à ce livre. Comment définir la civilisation par un mot? Non. Non. Pardon? Alors, l'héritage, on s'en approche. Oui, ça en fait partie. On va dire que c'est lui qui se rapproche le mieux. Oui, vas-y. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Non, enfin, ça en fait partie. Pour l'instant, c'est lui qui gagne parce que c'est le mot qui se rapproche le plus, en fait. Là, non. C'est un terme plus trivial. Non. Non. En fait, je suis sûr qu'il va vous choquer, ce mot. Là? Non. La tradition, ça a déjà été dit. La tradition, c'est la transmission. La transmission, c'est un processus. Qu'est-ce qu'on se transmet? On transmet on s'en rapproche à un capital. La civilisation est d'abord un capital. Elle est ensuite un capital transmis. Car les connaissances, dit Bainville, les idées, les perfectionnements techniques, la moralité se capitalisent comme autre chose. Capitalisation et tradition, tradition c'est transmission, voilà deux termes inséparables de l'idée de civilisation. S'il n'y a plus de capital, il ne peut y avoir de transmission. S'il n'y a plus de transmission, il n'y aura plus de capital, il n'y aura plus de civilisation. Donc la leçon bainvillienne est aussi une leçon conservatrice, moins réactionnaire que de résistance. Il nous demande au fond, à notre faible niveau, d'être des professeurs d'histoire. Il vous demande d'être des professeurs d'histoire afin de préserver l'œuvre française, une œuvre qu'il s'agit de transmettre aux jeunes générations. Qu'est-ce que la civilisation, se demande Bainville? Il en appelle à Charles Maurras. La civilisation, c'est l'état social dans lequel l'individu qui vient au monde trouve incomparablement plus qu'il n'apporte. L'état social dans lequel l'individu qui vient au monde trouve incomparablement plus qu'il n'apporte. C'est ce que disait Bernard de Chartres au XIIe siècle. Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Et je conclus, vous le voyez, Bainville n'avait rien du théoricien. Il n'a pas écrit de manuel à l'usage de l'homme politique, encore moins à l'usage des militants que vous êtes. Bainville était étranger à tout système, à toute idéologie. Il reste naturellement un historien de son temps. Il est marqué par son époque, par les trois guerres qui écartèlent son existence, le conflit dont il a entendu parler dans sa jeunesse, la guerre de 70, il a vécu la grande guerre de 14 et il a passé le reste de son existence prophète et Cassandre de la politique à prévenir ses contemporains de ce que sera la Deuxième Guerre mondiale. C'est en cela que je dis qu'il est marqué par son époque. C'est à cause de ces trois guerres qui ont jalonné son existence qu'il sombre parfois dans un pessimisme qui confine, il l'avoue dans ses notes privées, au nihilisme, ne plus croire en rien.
C'est une conclusion bien évidemment difficile, alors que Bainville voyait dans l'histoire des exemples de renaissance, de reconstruction, de préservation d'une civilisation, de la civilisation française. La monarchie fut pour lui un vecteur de la civilisation française, un vecteur de la préservation de cette civilisation. Et cette civilisation, il s'agit de la transmettre parce que, encore une fois, c'est un héritage. Ce qui a été conservé, dit-il, et sauvé ne l'a pas été en vain. Il est des œuvres et des pensées qui se prolongent au-delà de la tombe. Ce sont ses derniers mots à l'occasion de son discours de réception à l'Académie française en 1935. Pour qu'une œuvre se prolonge, elle se doit d'être aimée et transmise. Bainville nous en donne les moyens, il nous appelle, il vous en donne les moyens. Il nous demande de regarder le passé, non pas avec une vision romantique comme le faisait Michelet, non pas avec une vision idéaliste comme le faisait l'université républicaine de son époque, encore moins avec un regard matérialiste comme le faisait Marx. Non, il nous demande de regarder l'histoire avec réalisme. Bainville nous invite et nous incite à être pour l'histoire et contre la mémoire. L'histoire analyse, l'histoire critique, l'histoire conclut, l'histoire tire des leçons, elle éclaire notre présent. La mémoire sélectionne. La mémoire réduit son champ d'analyse et cède à la mode du moment. L'histoire reconstitue, l'histoire représente le passé. La mémoire, elle, évolue d'une façon permanente. Elle est liée uniquement au souvenir et à l'amnésie. Pire, elle est vulnérable en étant sujette à toutes les utilisations et à toutes les manipulations. À sa manière, ce sont mes derniers mots, Jean de Vigry, qui est un de mes maîtres, les deux patries, à lire absolument. Donc Jean de Vigry, qui est un de mes maîtres, nous demande la même chose. Il s'adresse à la jeunesse. Et il lui demande de rester lucide, c'est-à-dire de rejeter l'amour exalté sans la connaissance. C'est pour cette raison qu'il faut lire et qu'il faut écouter Storia Voce. L'amour et la connaissance sont indissociables. L'amour de la France passe par cette connaissance, par cet apprentissage du passé. Là se situe la restauration de l'histoire et de son enseignement. Sans cela, sans ce lien entre amour et connaissance, toute renaissance ne serait qu'une chimère. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Christophe pour votre intervention. On va prendre quelques minutes pour les questions. Encore le même rappel, une question, ça se termine par un point d'interrogation. Et ça s'efforce d'être relativement court. Merci pour votre conférence. Moi, j'avais juste une petite question concernant ce que vous disiez, plus proche, oui, sur l'histoire politique, l'enseignement, la critique que faisait Bainville de l'enseignement. Comment aujourd'hui transmettre l'histoire politique aux jeunes générations sans transmettre aussi les antagonismes et créer plus tard des antagonismes politiques, voire plus. Ça, c'est une très bonne question. Moi, j'ai terminé par les mots de Jean de Vigry, et Jean de Vigry était attaché au débat. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat dans le monde de l'histoire. Il y a des anathèmes. Et ça, c'est un vrai problème, en fait. Il faut restaurer le débat. Alors, il y a la nécessité du débat, et dans la transmission, il faut faire part en fait des débats, parce qu'il y a des débats en histoire. Voilà, il y a des débats en histoire et ils ont leur valeur. Voilà. Donc, comment transmettre? Encore une fois, moi je le dis à mon fils aîné. Il est à la Cato, il a fait Sciences Po et Humanité à l'IRCOM, il est en 4e année en affaires publiques à la Cato. Et j'arrête pas de lui dire, tu ne lis pas assez, il faut lire. Il faut lire. Donc, transmettre, c'est d'abord prendre soi-même la responsabilité, mais je pense que vous êtes tous suffisamment matures pour le savoir, de prendre du temps pour lire. Voilà. Et je vous le dis parce que moi, je me fais toujours engueuler par ma femme parce que je passe du temps sur les réseaux sociaux et elle a raison, en fait. Elle a raison, c'est-à-dire qu'on est dans le règne de l'immédiateté et on est absorbé. Voilà. Donc sachez prendre du temps pour lire, et c'est la seule façon, je pense, de transmettre correctement un savoir, en gardant à l'idée qu'il est nécessaire d'avoir des débats. Voilà. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a André Loez. André Loez, c'est un garçon qui est à gauche,
qui est un spécialiste d'histoire contemporaine. C'est un très bon analyste du phénomène guerrier au XXe siècle, la guerre totale, etc. Donc je l'ai interviewé, et si vous l'écoutez sur Storia Voce, je le dis au début, je lui dis au début de l'émission, je lui dis Dieu sait si nous sommes opposés sur le plan des idées, mais j'ai souhaité vous inviter parce que votre œuvre est une œuvre de valeur. En revanche, André Loez, il est pour la disparition de l'histoire de France dans les manuels scolaires. André Loez, il veut sniper là l'article qui est sorti dans le Figaro Histoire sur la guerre d'Espagne, sans donner la possibilité au Figaro de pouvoir y répondre. D'abord, c'est pas le Figaro qu'il faut attaquer, c'est l'historien qui parle dans le Figaro, ce qui est pas la même chose. Mais lui, il fera de l'amalgame, il fera de l'assimilation, et il attaquera à la fois le Figaro et l'historien qui s'exprime dans le Figaro. C'est une malhonnêteté intellectuelle. On doit débattre. Si on vous apprend ici à l'Action française à débattre, écoutez la façon dont on débat, parce que le débat est nécessaire. Voilà. Il faut savoir confronter nos idées. Ça répond à ta question ? On a une petite question ici. Par contre, encore seulement 5 minutes, donc faites court. Bonjour. Bonjour. On parlait du rapport conflictuel entre Jacques Bainville et l'histoire événementielle. Oui. Est-ce qu'on sait s'il a eu des rapports ou s'il avait un avis sur l'école des Annales, en fait? Bah non, parce que l'école des Annales est postérieure. Oui, alors, mais elle a pas le succès. Elle a pas le succès. Voilà, c'est un phénomène tardif, parce que 1929. Voilà. Moi, je pense, si vous voulez, que, alors ça, je l'ai pas dit, mais je pense que il y a une forme de, après 1919, Bainville se réfugie dans l'histoire, vraiment, parce que il y a l'essai de 1923, c'est-à-dire l'occupation de la Roure, où la France reprend le dessus sur le plan géopolitique, et 1925, le traité de Locarno, c'est un traité qui le déçoit. Donc le traité de Versailles l'avait déçu, le traité de 1925, Locarno le déçoit. On a l'impression qu'il prend ses distances avec l'actualité tout en la commentant, tout en continuant à la commenter, mais il se réfugie un peu dans l'histoire comme une source d'espérance, en fait. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, non, et je pense pas qu'il est. J'ai pas vu de texte sur l'école des Annales. En revanche, il y a une chose qui est claire, c'est que son œuvre transpire voilà, l'école des Annales. L'école des Annales, moi, vu de ma lorgnette d'historien, a apporté des choses. Mais je pense que l'histoire politique prime. Voilà. Ce que ne comprend pas, si vous voulez, tout est dans. Alors, je vais pas les critiquer, vous coupez le micro, parce que j'y ai un stand, Storia Voce a un stand, mais à Blois, lors des rendez-vous de l'histoire de Blois, qui a un univers très à gauche, voilà, le thème de l'année, c'est la mer. La mer. Alors, c'est très bien, la mer, la Méditerranée, tout ça, les échanges économiques, etc. La domination politique me semble plus importante, plus intéressante. Mais il faut pas rejeter, je pense, l'apport des. Aujourd'hui, on a une histoire totale qui étudie. Là, je me suis spécialisé dans l'histoire de l'Église et je viens d'écrire une monographie sur Saint-Pierre. Et donc, j'ai étudié le milieu économique dans lequel vivait Saint-Pierre, parce que ça me semble important aujourd'hui et on sait beaucoup de choses et ça permet de mieux comprendre le personnage. Voilà. Donc, l'école des Annales. Voilà, mais l'école des Annales est aussi revenue sur ses propres erreurs. Enfin, quand Le Goff écrit son Saint-Louis, moi j'ai mis une phrase de Le Goff sur un des marque-pages. Plus que jamais, l'histoire est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Bon, Le Goff est bainvillien, en fait. Bon, Titou, question très brève, s'il te plaît. Vous avez parlé de géopolitique bainvillienne. Yves Lacoste, l'origine de la thèse à comment ça s'appelle, Élisée Reclus et Vidal de la Blache, mais est-ce que finalement c'est pas Jacques Bainville qui pose les bases d'une géopolitique française le premier? D'une géopolitique française, oui. D'une géopolitique, non. Mais c'est une science à part. Enfin, est-ce que la question c'est de savoir pourquoi? Pour moi, c'est une querelle de clocher de savoir s'il est géopoliticien ou pas. On le considérerait aujourd'hui comme un géopoliticien. C'est un terme technique. Mais moi je le vois moins comme un géopoliticien, comme ce qu'on appellerait un spécialiste de politique étrangère.
le but de l'historien, c'est de se mettre voilà, dans la peau des personnages de l'époque, et il était considéré comme spécialiste des questions internationales. Pour moi, c'est une querelle un peu de clocher. C'est pas le père de la géopolitique, mais c'est un des grands défenseurs d'une géopolitique française. Voilà, il prend le parti de Richelieu contre l'Allemagne, en fait. Voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est une conférence, une géopolitique bainvienne que je pourrais faire l'année prochaine si je suis réinvité. Avec plaisir. On va arrêter les questions. Vous pouvez applaudir.